Bon, bonjour à toutes et à tous. Introduction. On sait, comme les intervenants précédents l'ont montré, que l'école ne réduit pas les inégalités entre les élèves issus de milieux sociaux différents, en particulier dans le domaine du langage. Capital, on le sait, pour la réussite des élèves à l'élémentaire. Donc, un point capital, la compétence première à l'école maternelle. Donc, une récente étude sous la direction de Sébastien Goudot, qui a été assez remarquée, de l'Université de Poitiers, vient récemment de le confirmer. Cette étude montre que lors des regroupements collectifs, c'est-à-dire en grands groupes, en grandes sections, les enfants de milieux populaires intervenaient moitié moins. Retour à la diapo précédente, s'il vous plaît. Merci. C'est peut-être moi qui ai déclenché. Donc, les enfants de milieux populaires intervenaient moitié moins que les enfants de milieux favorisés, pour des interventions 2 fois plus courtes. En l'occurrence, retenez ces mesures, un peu moins de 5 mots pour les uns et une dizaine de mots pour les autres. Grande section. Une réponse souvent proposée par les observateurs, dont le chercheur, M. Goudot, est de diminuer la taille des groupes. Mais les enseignants, je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle, ferait sans doute remarquer que, justement, la situation observée, le regroupement collectif en groupe classe, n'a généralement pas pour objectif prioritaire l'apprentissage du langage qui est visé le plus souvent dans les classes, à d'autres moments, justement, avec un groupe moins important. Souvent une demi-classe, 10, 12 élèves, 15 élèves selon la taille. Bon. Et ils ajouteraient sans doute que ça ne suffit pas à assurer le succès de la séance, qui repose entre autres paramètres sur la régulation des prises de parole au cours de la séance. Alors, pour faire comprendre les enjeux de cette observation, on va étudier rapidement le début d'une séance très fréquente à l'école maternelle. On va voir le début, on va plutôt écouter le début d'une séance de langage en grande section, avec des enfants de 5 ans, dans une école de centre-ville, dont les élèves sont issus de milieux variés. La maîtresse est elle-même maître formateur. Elle a réuni autour d'elle 8 élèves. Donc, quand on a réduit autant le groupe, on sait que l'objectif, il est clairement la prise de parole de tous les élèves. Thomas, Victor, Pauline, Jérémy, Cassandra, Roxane, Evelyne et Cynthia. Elle a choisi l'album bien connu de Claude Boujon, La brouille qui plaît toujours aux élèves. C'est un succès de la littérature, succès justifié de la littérature de jeunesse. Et elle va mettre en œuvre les 2 premières phases du canevas habituel, lecture-présentation de l'album, puis échange-explication, avec restitution-explication en s'appuyant sur les pages de l'album qu'elle tourne au fur et à mesure des échanges avec ses élèves. Bien, on n'a oublié aucun paramètre. Cette séance ne peut que réussir. Alors, voyons le début de la séance. La maîtresse vient de lire l'album. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais pourquoi il y en a un qui s'appelait M. Brun et un qui s'appelait M. Grisou? Jérémy. Parce qu'il y en a un qui est marron et que l'autre, il est gris. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe entre M. Grisou et M. Brun? Pauline. Ils sont amis. Ils sont amis. Oui, Pauline. Très bien. Et ensuite Evelyne. Ils se disent bonjour. Ils se disent bonjour. Bien. Jérémy. Ils se mettent en colère. Qui se met en colère?
Jérémie. Monsieur Brun. Pourquoi Monsieur Brun se met en colère? Jérémie. Parce que Monsieur Grisou est un cochon. Les autres. Un cochon. Ah ah. Pourquoi il est un cochon, Monsieur Grisou? Jérémie. Parce qu'il met sa nourriture par terre. Les autres. Ah, par terre. Evelyne? Il dit, enlève-moi seul un châle, je vois pas mon visage. Très bien, qui est-ce qui dit ça? Jérémie, Monsieur Brun. Evelyne, Monsieur Brun. Monsieur Brun. Jérémie, là, il attrape, il lance le sac à Monsieur Brun, Monsieur Grisou. Bien, et ça continue comme cela pendant les 7 minutes 30 que durent les échanges après la lecture. Alors, voyons cette diapositive qui faisait fonction de revenant, là. Là, voilà. Donc, voyons les statistiques de la séance. Il y avait 8 élèves et les échanges ont duré 7 minutes 30. Le nombre d'élèves n'ayant fait qu'une intervention, un élève, c'est Victor, il a dit un sandwich. Et 2 élèves n'ont rien dit. On retrouve dans ces 8 élèves un tiers d'élèves qui n'ont pas parlé. Ça nous évoque le tiers d'élèves que Agnès Florin évoquait en 1985, ces fameux petits parleurs. Ça évoque aussi ce tiers d'élèves qui sont en difficulté, dont on a parlé tout à l'heure, un des intervenants, nous disant qu'on a un tiers d'élèves qui sont en échec, grosso modo, et là on a un tiers d'élèves qu'on n'entend pas, alors qu'on avait 8 élèves. Et pendant ce temps, la maîtresse occupe 60% du temps de parole. Donc faites un petit calcul, 7 minutes 30, 60%, il vous reste combien de secondes par tête de pipe pour chaque élève? Dans une séance dont l'objectif affiché était le développement des compétences langagières et linguistiques. Et la longueur moyenne de ces élèves, de 5 ans et de 5 mots et demi, de ceux qui ont parlé. C'est-à-dire que les interventions les plus longues faisaient 10, 12 mots, puis on a des interventions encore plus courtes, ce qui fait qu'on arrive à ces 5 mots et demi. Autrement dit, on retrouve encore les résultats de Sébastien Goudot. Mais vous vous rendez compte de ce que ça coûte de mettre en place ces séances? 5 mots et demi, des enfants de 5 ans dans une école de centre-ville. Tout le monde sait ici que ces enfants sont capables de beaucoup mieux que ça. Surtout pas leur faire des séances de langage comme ça, enfin. Alors, pourquoi est-ce qu'on obtient de tels résultats? Pour une raison rarement évoquée et encore moins discutée, qui est que chaque intervention, et on l'a entendu, est évaluée non sur la base de critères de construction langagière ou linguistique, mais sur la base de critères notionnels, sur la pertinence de la réponse. On se souvient des bien, ah, oui, à chaque fois. Ce qui a pour effet, 1. Le peu de réponses attendues pour une question donnée, et dans le même temps, la validation systématique des bonnes réponses, oui. 2. La multiplication des questions. On passe très vite d'une question à une autre, puisqu'une fois validée, il faut passer à la suivante. L'instauration d'un climat concurrentiel entre élèves, vous l'avez entendu dès le départ. On passe
Il s'agit de répondre avant les autres. Quel est l'élève? Voyons, on va voir si vous avez bien suivi. Voyez, quel est l'élève qui va plus vite que les autres? Ça va. Il faut répondre avant les autres puisque la question change à chaque réponse. Ce qui entraîne la transgression des règles conversationnelles scolaires que pourtant la maîtresse avait rappelées au début de la séance. Sauf que la maîtresse, quand Jérémie répond en trichant, ne dit pas « non », elle dit « bien ». 5. Donc, la transgression des règles conversationnelles de la part des élèves les plus performants, qui répondent avant les autres pour pouvoir être entendus, parce qu'ils n'ont pas été encore interrogés, par exemple. Ce qui entraîne enfin des réponses très courtes, peu compatibles avec les apprentissages langagiers et syntaxiques que devraient faire les élèves. Pourquoi il faut faire des réponses très courtes? Pour être le premier à répondre. Ce qui entraîne encore une accélération des échanges au détriment des moins performants qui ne peuvent pas suivre ce rythme infernal. Alors, le contenu des questions un petit calcul montre que là, quand je dis rythme infernal, vous vous dites c'est une métaphore. Non, non, non. C'est une réalité. La vitesse de questionnement est d'une question toutes les 12 secondes. Quel adulte résiste à cela? Ça vous rappelle le jour où vous avez passé le concours et que vous aviez les 3 examinateurs devant vous et qui vous mitraillaient. Mais c'est le seul moment où vous avez, de votre vie où vous avez accepté ça. Nous, on le fait subir à des enfants d'entre 3 et 5 ans. Et ne croyez surtout pas que cet exemple soit extraordinaire. Retournez dans vos classes. Encore une fois, ça a été dit, répété par Agnès Florin il y a 35 ans, avec les mêmes chiffres. C'est donc pas quelque chose qui nous surprend. Alors, ce dispositif, avec ces questions, l'ordre dans lequel elles sont posées, la structure de la séance sont pour la plupart des élèves totalement imprévisibles. Ils ne savent pas ce qui va leur tomber dessus, c'est certain. Or, cette absence de clarté cognitive, selon les termes d'Elisabeth Bautier, c'est-à-dire pour les élèves l'impossibilité d'anticiper les tâches discursives ou cognitives qui vont leur être demandées, est la principale source d'échec des élèves de milieux défavorisés. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Qui peut tenir ça? Qui sait ce qui va se passer? Conclusion à cette rapide analyse, si on veut que les élèves allongent leurs interventions et fassent les apprentissages attendus, le dialogue pédagogique ordinaire, ainsi qu'Elisabeth Nonon le nomme, constitue pour l'enseignant et ses élèves un véritable piège parce qu'il conduit automatiquement à la mise à l'écart d'un tiers des élèves et à des réponses insuffisantes, trop courtes pour la plupart de ceux qui parlent. L'enseignant n'y est pour rien. Le modèle est tout simplement contre-productif, pour ne pas dire pire. Nous proposons donc de changer de modèle d'apprentissage avec la pédagogie de l'écoute. Sur le plan pédagogique, la pédagogie de l'écoute est donc de laisser le temps aux élèves de réfléchir et de construire leurs interventions. C'est le pilier de notre pédagogie. C'est donc le travail langagier et linguistique que va accomplir l'élève pour construire son intervention qui va nous intéresser, et non
la pertinence ou la nouveauté de sa réponse. Non, c'est son travail qui nous intéresse. Ça signifie concrètement qu'une fois que la question est posée, on va donner la parole à tous les élèves qui ont levé le doigt. À toi. Pourquoi est-ce que, quand on a posé une question, il n'y aurait que Maxence qui ait le droit de répondre à la question posée? Peut-être que François, Kevin, Yasmina aussi auraient envie de répondre. Donc on va donner tout bêtement la parole à tous les élèves qui ont levé le doigt et donc adopter, au contraire de ce qu'on a pu voir dans la première séance qu'on a vue précédemment, une posture en retrait. On va écouter ces élèves. Et c'est cette écoute de l'enseignante de ces élèves qui va faire toute la valeur de l'intervention au regard des élèves. Enfin, comme plusieurs élèves peuvent répondre successivement à une même question, très concrètement, le deuxième principe est qu'ils ont le droit de reprendre et de reformuler ce qui a déjà été dit. En pédagogie de l'écoute, dans cette classe, on n'entend jamais « on l'a déjà dit ». Pour voir maintenant comment les élèves peuvent s'approprier les compétences qui sont celles du langage de l'école, on va voir 2 séances de langage en petite section, parce que c'est clairement à l'école maternelle le niveau le plus difficile, et en tous les cas un niveau qui est carrément à part, un monde à part. On va voir 2 séances à 2 mois d'intervalle en novembre et en février. Donc, les séances se sont déroulées dans le cadre d'une recherche qui a duré 2 ans et demi, dans des classes de petites sections, avec des maîtresses dans une dizaine de classes réparties en France. Donc, dans le cadre de la pédagogie de l'écoute. Alors, je disais que la petite section est dans l'école maternelle un monde à part, sur lequel les études sont beaucoup plus rares qu'en grande section, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler ici. C'est un monde à part, parce que les enfants qui entrent à 3 ans à l'école maternelle ont, alors ça qu'il faut bien comprendre et bien saisir, ont des compétences qui ne correspondent pas à ce que l'école, tout au moins notre école française, attend d'eux. Sur le plan langagier, l'enfant de 3 ans, et on nous a bien dit que tous les enfants de 3 ans savaient parler, c'est important ça. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à entendre dans le milieu enseignant. Non, ils ne savent pas parler. Mais si. Les enfants savent parler. Ils savent parler avec un adulte, un proche, la tata, de quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils vivent, qu'ils partagent. C'est le modèle dialogal. Or, c'est là où ça devient très compliqué. Or, dans la classe, l'enfant va se trouver la plupart du temps dans des situations où la maîtresse ne s'adresse pas directement à lui. Quel que soit le palliatif qu'on peut trouver à ce problème, l'enseignement, même en petite section, vise à devenir collectif. C'est normal. Ça peut nous chagriner, mais c'est comme ça, c'est normal. Ils visent à devenir collectif. Pour l'enfant, il s'agira plus seulement de parler, mais d'acquérir une nouvelle compétence éminemment scolaire, et puis qui est plus que scolaire, c'est prendre la parole, c'est-à-dire, même quand on n'a pas été directement sollicité, afficher devant les autres et devant l'adulte son désir de parler, puis le réaliser sur autorisation de l'adulte. Comme on le voit, il y a un saut entre ce que sait faire l'enfant dans le modèle dialogal, quand il arrive, et ce que tout d'un coup, l'école va lui demander.
Deuxièmement, sur le plan que je nommerai maintenant, rassurez-vous, il y a 3 compétences, hein, pas de vous défiler une centaine, il y en a 3 essentielles. Sur le plan que je nommerai maintenant thématique, l'enfant de 3 ans sait parler d'un sujet qui le concerne et qu'il partage déjà avec l'adulte. C'est mon nounours, c'est le grand-père qui va arriver, peu importe. Et il sait. Il sait converser, il sait échanger. Or, à l'école, on va lui demander de prendre la parole devant les autres sur un sujet savant, en tous les cas un thème nouveau pour lui. Hein, c'est la pousse des haricots, les graines qu'on a mis, c'est la Noël, c'est le déguisement de carnaval, peu importe. Un sujet nouveau qui à un degré ou un autre lui est étranger. Avec comme exigence de rester dans le thème. Oui, mais moi, mon papa, il a réparé la voiture. D'accord, Jean-Pierre, mais là, nous, c'est le petit chaperon rouge. C'est une sortie thématique massive, parfaitement normale, eu égard à la compétence langagière de l'élève qui est basée sur la conversation. La conversation, c'est le à propos. Tu sais pas, qui, on le sait, n'a rien à voir avec le propos précédent. C'est ça, converser. Or, tout d'un coup, 20 minutes sur le petit chaperon rouge, c'est prévu, c'est l'emploi du temps. Au passage, petit problème pédagogique, je vous répondrai tout à l'heure à la question que je pose. La maîtresse lui dit « Ah oui, mais nous, c'est le petit chaperon rouge ». À quel moment l'enfant peut-il parler de sujets qui lui tient à cœur et qu'il a envie de dire que son papa a réparé la voiture? Devant les autres. Avec comme exigence, donc, de rester dans le thème, une centration thématique tout à fait étrangère au principe de la conversation ordinaire, mais qui est spécifiquement scolaire. Et cette centration thématique, ne croyez surtout pas que ce soit anodin, c'est au cœur de l'apprentissage scolaire qui va tenir de la maternelle à l'université et jusqu'au Collège de France. Ce n'est pas des compétences anodines. Hein. Troisième compétence, sur le plan discursif maintenant. L'enfant, qu'on comprenait à demi-mot, se voit tout d'un coup, parce qu'il sait parler, mais il faut l'aider, à 3 ans, mais tout d'un coup, on va lui retourner une demande plutôt extraordinaire, et pourtant, encore une fois, spécifiquement scolaire à ce moment-là en tout cas, qui est de développer son propos. Oui, fais-nous une phrase, dit la maîtresse. Ou bien, et pourquoi? Ou bien, oui, tu me réponds d'un mot, mais on a dit d'autres choses. Hein? Ces 3 compétences, prendre la parole, parler dans le thème, parler en continu, disait Madame Bouis, inspectrice générale des écoles maternelles, développer son propos, donc, sont les compétences qui caractérisent le langage particulier qui est celui de l'école. C'est celui-là qui nous intéresse. C'est capital. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à l'affaire du langage. À l'école, ce n'est pas la conversation, ce n'est pas ça qui nous intéresse. J'ai jamais vu un enseignant faire des évaluations des élèves qui discutent à la récré. Alors, on est très content, on est très content qu'il parle à la récré, on est très content qu'il parle à l'habillage, on est très content qu'il parle à la collation. On est d'accord. Mais ce n'est pas ça qui va être au cœur de nos objectifs, au cœur de nos soucis. C'est la maîtrise du langage de l'école qui repose sur ces 3 compétences, prendre la parole, parler dans le thème, parler longtemps. La clarté cognitive
relativement aux tâches cognitives et discursives qui sont demandées sont déterminantes. La clarté cognitive de nos élèves est déterminante pour la réussite des élèves, quel que soit leur milieu d'origine, mais évidemment plus encore pour les enfants qui ne sortent pas de familles lettrées. Pour cela, l'enseignant adopte une posture en retrait qui laisse le temps à tous les élèves de réfléchir et de construire leurs interventions. Elle pose peu de questions et des questions ouvertes qui permettent à tous les élèves d'intervenir à leur tour en apprenant à écouter les autres et à construire des énoncés de plus en plus longs au fil des séances. En petite section, plus encore qu'avec les élèves plus âgés, le cadre jamais concurrentiel, mais toujours rassurant, mis en place par l'enseignante, permet aux élèves de prendre confiance, de se risquer à prendre la parole et de s'approprier peu à peu les compétences fondamentales du langage de l'école. Je les rappelle, prendre la parole dans le cadre scolaire, en respectant les règles conversationnelles que l'enseignante elle-même respecte, parler dans le thème, enfin développer son propos, gage de leur réussite future. Je vous remercie.